Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain, une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines, l'islamisme, les identitaires ou encore les récupérations populistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, ancien préfet, cofondateur du Printemps républicain et délégué général de l'Aurore. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, je voudrais commencer par vous parler de l'actualité et vous poser une question très simple. Quel regard portez-vous sur l'initiative de la ministre Frédérique Vidal de demander une enquête au CNRS sur ce qu'elle a appelé l'islamo-gauchisme? Alors, c'est comme on l'a écrit dans un éditorial de l'Aurore avec mon ami Jean Glavani, c'était la plus mauvaise façon d'amener un vrai débat. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de fond, je vais y venir dans un instant, mais dans la situation actuelle, où on n'a pas beaucoup entendu la ministre de l'Enseignement supérieur s'exprimer sur la précarité étudiante, sur les difficultés nées de la Covid. Cette intervention, alors même si dans le fil d'une intervention de 20 minutes, il n'y a que quelques secondes en fait, qui sont consacrées à cette enquête, ça fait bizarre et décalé. Est-ce que c'était le moment? Probablement pas. Et fallait-il l'amener de cette façon-là? Sûrement pas. D'abord parce que, et on l'a vu immédiatement, le terme islamo-gauchisme a tout de suite crispé et antagonisé les positions. Et aussi, je dois dire d'ailleurs, le terme d'enquête, parce qu'il sonne un peu policier et ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit s'adresser. Normalement, elle-même qui est universitaire devrait le savoir. Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse au monde des universitaires et des chercheurs qui sont très attachés aux libertés académiques et ils ont raison de l'être. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet? Bah si, il y a un sujet. Il fallait sans doute l'aborder différemment, probablement avec d'autres mots, en choisissant peut-être d'élargir le sujet, parce qu'au fond, l'islamo-gauchisme, c'est quoi? Quand Pierre-André Taguieff a employé, créé ce mot il y a maintenant une vingtaine d'années, ça décrivait des conjonctions politiques qu'on pouvait observer entre certains mouvements d'extrême gauche, de l'extrême gauche trotskiste pour être précis, et des courants, des mouvements, des collectifs islamistes, c'est-à-dire issus de la mouvance frériste plus ou moins, qui commençaient à être très actifs en Europe et qui se sont retrouvés sur un terrain commun, celui de l'altermondialisme, celui beaucoup de la critique d'Israël et de la défense de la cause palestinienne. Et il y a eu à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, une cristallisation politique. Et la figure qui incarnait ça, au moins pour le grand public, c'est Tariq Ramadan. Voilà, ça correspond à une réalité, mais je dirais circonscrite. Problème, en fait, aujourd'hui, réel, qu'il faut aborder d'une manière ou d'une autre et qui commence à l'être, c'est plutôt les différentes offensives identitaires au sens large qui sont de nature essentiellement militante, politique, très radicale et qui vise à imposer certaines normes de pensée et à interdire certains discours ou à perturber le travail universitaire au sein même des universités et du monde de la recherche. Donc en fait, il ne s'agit pas de faire la police des libertés académiques, il s'agit au contraire de mesurer, d'objectiver là où, le cas échéant, elles peuvent être menacées, voire carrément compromises. Or ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a eu plusieurs conférences annulées ou perturbées, des représentations théâtrales, les suppliantes d'Eschyle, différentes interventions pour empêcher telle ou telle personnalité de venir à l'université. Et là encore, je mets les choses en stéréo pour qu'on comprenne bien. Tariq Ramadan est reçu à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye par les étudiants. Ça ne fait d'effet à personne et ça ne dérange personne. François Hollande, l'ancien président de la République, est empêché de tenir une conférence à l'université de Lille et il se trouve tout un tas de gens pour trouver que c'est normal. Bon. Voilà, le problème est plus largement aussi se poser des questions sur une certaine évolution des sciences humaines et sociales vers
des théories qu'on appelle théorie décoloniale, théorie critique de la race, ou bien la multiplication des studies consacrés à des identités ou des communautés particulières, ça pose question. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut chercher à interdire ou à censurer, mais on peut se poser des questions sur ce que ça signifie sur l'évolution de la discipline. Et ce débat-là, il doit être bien évidemment interne au monde universitaire. Ce sont les pairs qui doivent juger du travail de leurs collègues et certainement pas le politique. Donc voilà, vrai sujet, mauvaise façon de l'amener. Ce que je redoute maintenant, vu la manière dont les débats ont tourné, c'est que on ne puisse pas justement aborder cette question-là sereinement comme elle mériterait de l'être. Pour ça, il faut peut-être là maintenant un petit peu détendre les choses, cesser les querelles de vocabulaire qui n'ont aucun intérêt et s'attaquer au fond du sujet, mais surtout laisser les universitaires le faire eux-mêmes. Merci beaucoup, Gilles. J'ai maintenant une deuxième question. Vous parlez depuis longtemps d'une tenaille identitaire en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? Parce que j'ai entendu plein d'interprétations différentes de commentateurs extérieurs. Et surtout, en quoi cette lecture, est-ce qu'elle nous permet d'appréhender les problèmes aujourd'hui en France? Oui, alors j'ai pas de fétichisme de la formule, c'est juste pour essayer de rendre les choses un peu imagées. Euh, En fait, on assiste, ça tout le monde le voit, à une multiplication d'expressions politiques ou de défense de cause de manière de plus en plus radicale, avec une justification de la désobéissance, parfois du recours à la violence, et bien évidemment, mais ça le phénomène est beaucoup plus ancien, une progression de l'extrême droite sur le plan électoral, mais aussi sur le plan des idées, d'une certaine façon. Certains concepts qui paraissaient invraisemblables il y a 10 ans ou 20 ans, qui sont maintenant sérieusement, tout est relatif, mais qui sont repris par des acteurs politiques mainstream. Je pense au grand remplacement, typiquement, dont on sait très bien qu'il est complètement fantasmatique. C'est d'ailleurs l'invention d'un écrivain qui lui-même a complètement viré à l'extrême droite, mais ce n'est pas une réalité scientifique du tout. Bon, donc on a l'extrême droite d'un côté, et puis alors on dit à l'extrême gauche un peu par commodité, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, un certain nombre de courants radicaux, qui sont d'ailleurs pas forcément liés les uns aux autres, mais qui s'affirment de manière assez radicale, assez véhémente dans l'espace public, qui refusent le débat, qui sont dans des postures extrêmement agressives de dénonciation. Alors, ça peut être au nom de théories dont je parlais tout à l'heure, de la race, etc., de dénonciation des violences policières, du racisme d'État. Ça peut être aussi, ça commence à se voir sur d'autres causes, par exemple, de lutte pour le bien-être animal, où on a des comportements violents qui commencent à apparaître, des dégradations, par exemple, de boucheries ou de choses comme ça. Bon, alors, la question, c'est de savoir si tous ces mouvements sont dispersés, sans résonance les uns avec les autres, ou bien si, au contraire, comme moi j'ai tendance à le penser, ils font système. Et la métaphore de la tenaille, ça consiste à dire que, évidemment, on a des mouvements qui s'opposent d'ailleurs les uns aux autres, qui sont pratiquement, en tout cas, aux deux pôles opposés du spectre politique, mais qui pour autant sont articulés entre eux. Et le point d'articulation, c'est la question identitaire, c'est-à-dire le fait de propulser les identités, généralement plus reconstruites et fantasmées que réelles, qu'il s'agisse de la race, du genre, de l'orientation sexuelle, des comportements alimentaires, de l'origine, que sais-je encore, donc des identités fantasmées qui sont imposées dans le débat et qui n'est plus un débat d'ailleurs, qui devient une espèce de lutte pour la reconnaissance et pour l'appropriation de la parole légitime. Et ce mode de fonctionnement empêche tout débat, justement, empêche la discussion démocratique, et parce qu'il réduit les individus, les citoyens, à des représentants d'une communauté, d'un groupe, d'une identité collective qu'ils n'ont généralement pas choisie, on ne leur demande pas leur avis. Et ça, c'est une perturbation très profonde du jeu démocratique. Donc voilà, j'essaie de montrer, de rendre visible, compréhensible, tangible le fait que, en gros,
quand on croit lutter contre l'extrême droite aujourd'hui en soutenant ou en montrant un petit peu de bienveillance ou d'indulgence envers, par exemple, les nouveaux mouvements antiracistes, typiquement le virage qu'a pris la France insoumise en allant à la manifestation contre l'homophobie. Croire qu'on va lutter contre l'extrême droite de cette façon-là est une erreur totale. C'est le contraire, on va renforcer l'extrême droite. Et de la même manière, et symétriquement en sens inverse, ceux qui commenceraient à dire oui, mais l'extrême droite, peut-être, mais ils ont assassiné personne, et puis le Front National s'est beaucoup dédiabolisé, il est plus antisémite, etc. Ceux-là commettent la même erreur. C'est-à-dire qu'ils vont, en légitimant l'extrême droite, d'abord la renforcer, et ensuite antagoniser davantage le camp d'en face, qui vont se dire, bah voilà, vous voyez, raison de plus pour ne pas céder face à la banalisation de l'extrême droite, parce que c'est ça qui amène des Trump ou des Orban, et c'est vrai. Donc voilà, se garder en fait de ces deux extrêmes entre lesquels les gens qui sont des républicains, des démocrates modérés, des libéraux, des socialistes, ce qu'on veut, enfin pas des gens qui ont des opinions politiques différentes, mais qui partagent un socle commun de principes sur lesquels ils ne transigent pas, ces gens qui sont quand même la majorité des citoyens, ils n'ont pas à être pris en otage par ces débats qui sont quand même, il faut bien le dire, la plupart du temps menés par des fous furieux ou des petits malins. Merci Gilles. Et ça cette réponse en fait m'amène à ma troisième question que nous posons en fait à chacun de nos invités. Si vous aviez 5 minutes avec le président Macron, et je sais que ça vous est déjà arrivé, et pour le coup, qui vous posait la question suivante, quelles sont les 2 choses nécessaires pour lutter notamment contre les extrêmes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui direz? Alors, j'ai une réponse, je dirais, pas convenue, mais je ne suis vraiment pas le seul à le dire. Je crois qu'il y a un problème très profond de réconciliation entre les élites et les catégories populaires, et que l'enjeu politique central des prochaines années, et donc de la prochaine présidentielle, va être de rattraper le peuple, qui est en train, le peuple, il faut en avoir beaucoup de définitions, mais qui est en train de rompre, de divorcer d'avec le centre, la démocratie instituée, qui ne fait plus confiance aux hommes politiques, qui n'y croient plus. Voilà. C'est-à-dire que les hommes politiques parlent, essayent, font des choses, mais beaucoup de Français n'y croient plus, n'écoutent plus. Et là, on a un vrai sujet qui est une crise, non pas de représentativité. On crée tout un tas de bidules ces derniers temps, des conférences citoyennes. On est à réinventer la démocratie et donc un peu l'eau chaude tous les matins. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas un problème de représentativité, comme le dit le politologue Stéphane Rosset, c'est un problème de représentation. C'est-à-dire que beaucoup de Français, un nombre croissant de Français, et quand je parle du peuple et des catégories populaires, c'est en train de monter en fait petit à petit dans l'échelle sociale, ça gagne les classes moyennes, ne se projette plus dans le politique. Dans personne, même s'il y a des gens qui votent Rassemblement national ou la France insoumise, ils n'y croient pas beaucoup plus non plus. C'est d'abord un vote de protestation et un vote dégagiste. Donc ça, je crois que c'est le principal enjeu, et il faut parler au peuple, tout simplement, et pas parler aux médias ou se parler à soi-même ou être dans l'entre-soi politique. Je prends un exemple, il est très simple. Ces débats actuels, justement, on parlait de l'islamo-gauchisme tout à l'heure, mais sur la laïcité, c'est pareil. On voit beaucoup d'atermoiements, beaucoup de en même temps, on ménage des susceptibilités au sein par exemple, de la majorité parlementaire ou même du gouvernement, où on a des expressions quand même très dissonantes sur ces sujets-là. Ça ne témoigne pas d'une grande discipline gouvernementale, mais j'ai envie de dire, ces débats sont complètement lunaires par rapport à ce que pense l'immense majorité des Français sur ces sujets-là, où ils ont, eux, les idées relativement claires. Donc, à mon sens, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à termoyer. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà, on se crée des débats de microcosme qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui font dire aux gens, mais en fait, ils ne nous écoutent pas. En fait, nos problèmes, ils s'en foutent, ce n'est pas leurs problèmes, ils ont les leurs. Et ce que font les hommes politiques, les élites en général, tout ça est mis dans un grand paquet, c'est de s'occuper d'eux-mêmes. Alors bien évidemment, ce n'est pas vrai, mais il faut donner des preuves que ce n'est pas vrai et agir contre et montrer que les dirigeants sont là pour s'occuper des citoyens parce qu'aujourd'hui, ils n'y croient plus.
Et là, c'est ma deuxième proposition, c'est un peu une marotte personnelle. Je pense que l'État a un rôle fondamental à jouer dans cette affaire. Parce que, à tort ou à raison, pour le meilleur et parfois pour le moins bon, l'État en France occupe une position centrale qui n'a pas d'équivalent dans les autres démocraties où la société politique, la nation s'est constituée autrement. Mais en France, l'État a joué un rôle déterminant. Et d'une certaine manière, il continue de le faire, même si les élites n'y croient plus beaucoup. Le paradoxe, c'est que ça fait 30 ou 40 ans que la conviction qui a gagné beaucoup de dirigeants politiques, des hauts fonctionnaires, donc des gens avec qui j'ai travaillé un peu tout au long de ma vie professionnelle, c'est qu'au fond, il faut réduire l'État et que ça ne doit pas partir de l'État, ça doit d'abord partir de la société civile. Idée à laquelle alors je peux souscrire dans une large mesure, mais il n'en demeure pas moins que l'État a un rôle d'unification de la société, d'apaisement des divisions, de fabrication du consensus national. Ce rôle-là, aujourd'hui, très clairement, il l'a abandonné. Il l'a abandonné ou il ne le ressuscite que de façon un peu très superficielle, notamment à travers des initiatives mémorielles, dont je ne dirais pas qu'elles sont pas du tout inutiles, elles sont même tout à fait nécessaires et légitimes, mais elles ne remplacent pas le travail politique de fabrication d'un consensus social autour de quelques principes d'intérêt général. Et ça, alors ça c'est c'est du discours, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que l'État doit être présent à travers les services publics, c'est de la présence humaine essentiellement, partout où les Français ont le plus besoin de lui, c'est-à-dire évidemment les quartiers populaires, évidemment les territoires ruraux, les jeunes aujourd'hui en situation de précarité, les personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont loin de la société. C'est là que l'État a un rôle à jouer et on voit qu'il a du mal à exercer ce rôle de plus en plus, un peu parce que ses propres dirigeants ne s'en ressentent plus la légitimité. Le paradoxe de l'époque, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les acteurs publics, les dirigeants publics qui s'abstiennent d'eux-mêmes de faire ce que les Français attendent d'eux. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, tout simplement, si je devais le résumer d'une formule, c'était ce que Philippe Séguin avait dit dans un discours où il s'adressait au candidat Jacques Chirac, il faut penser au peuple, il faut écouter le peuple. Voilà. Très belle formule de fin. Merci beaucoup, Gilles Clavreul, d'avoir passé ces quelques minutes Merci avec Simone. nous. Merci.